Ah bah, le métier du DSI, c'est simple, hein, c'est d'être un catalyseur pour ces métiers. Donc, c'est de se dégager du temps de support, parce qu'on est une toute petite équipe, hein, j'ai que 5 personnes, dans mon équipe. C'est justement, de faire en sorte que les petits bobos du quotidien, on puisse avoir un partenaire qui les traite, pour que nous, derrière, on ait un peu plus de temps de veille et de compréhension de nos métiers pour identifier les zones, où ils perdent du temps, où ils ont aucune valeur ajoutée, étudier la façon de faire de nos compétiteurs, passer un peu plus de temps justement, dans les labs, dans les incubateurs et cetera pour, identifier des petites pépites qui pourraient nous aider à mieux travailler, à décrocher des nouveaux business. Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises qu'ont les CIO français en 2022, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting est de plus en plus fort ? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Bon, mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous pour parler avec Emmanuel Nicoli, qui est le DSI de Newen Studio. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bertrand. Dis-moi Emmanuel, en fait, je sais que tu as été dans un monde créatif, etc. Dis-moi ce que fait Newen Studio et raconte-nous ça. Alors Newen déjà, c'est la contraction de New Entertainment, donc on est spécialisé dans la production, audiovisuelle. On est une, filiale à 100 du groupe, TF1 depuis, quelques années. C'est pas très vieux, hein, ça doit remonter à 2018, 17 peut-être. Donc en fait, on est une constellation de structures de production audiovisuelle qui vont, des quotidiennes que sont, Plus belle la vie, Demain nous appartient, Ici tout commence, jusqu'à l'animation, comme, Les Mystérieuses Cités d'Or, en passant par Candice Renoir, par le magazine de la santé, et cetera. Donc c'est assez vaste, il y a plus de 1000 heures de programmes qu'on produit, Ok. chaque année. Et on a une structure internationale, justement. Donc, on est présent un peu partout en Europe. On a vraiment un développement non organique à base de rachat de pépites de production audiovisuelle, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Belgique, dans les pays du nord de l'Europe. On est présent également au Canada. Donc, on a vraiment un objectif d'être un acteur majeur du paysage audiovisuel européen et au-delà. Ok. Et du coup, quand tu dis que tous ces noms d'émissions qu'on connaît, même si forcément on les regarde pas toutes, mais on les connaît tous, c'est-à-dire que tu es DSI de la structure qui produit ces émissions. Tout à fait, c'est ça. Ok, d'accord. Et Alors, on donc, du produit coup, aussi en pour les fait, plateformes, hein, pas que pour le linéaire. On produit pour Netflix, pour Amazon, pour Disney+, etc. les outils que tu mets à disposition du coup des collaborateurs de Nuance Studio, c'est quel type d'outils? Parce que tu vois, quand tu es dans une industrie ou dans un service classique, tu vois, je peux comprendre et visualiser les produits. Mais toi, voilà, c'est quoi les services dont ils ont besoin? Ah bah de plus en plus de grosses connexions internet justement pour pouvoir récupérer, les rushs des tournages, pour pouvoir alimenter, les diffuseurs. Donc après je suis pas tout seul, hein, bien sûr, je travaille avec les directeurs techniques de post-prod et cetera qui c'est un monde encore à part, hein, la post-production avec ses propres codes, avec ses propres équipements, même s'il y a une tendance naturelle à se rapprocher de l'IT. Donc c'est une collaboration qu'on a entre la partie IT et la partie, production pure. Quand je dis production, c'est vraiment, faire du montage, les VFX, le son, l'étalonnage, et cetera. Donc là, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les services sur lesquels ils s'appuient puissent fonctionner correctement, que la bande passante vers Internet soit suffisamment dimensionnée pour livrer en temps et en heure nos partenaires, qu'on puisse récupérer les rushs de nos quotidiennes qui tournent 250 épisodes par an pour les 3 qu'on a. Tout ça, bien sûr, ça se fait à travers des tuyaux Internet qu'il faut sécuriser, bien sûr, sur les transmissions des flux, sur la Donc, qualité de service, et cetera. le premier gros point, c'est la mise en place d'une infrastructure solide parce que tu as des flux vidéo massifs, c'est ça? Oui, alors des flux vidéo, c'est de la transmission d'éléments vidéo. C'est pas du broadcast, hein, Ok. comme c'est le cas pour TF1. C'est vraiment effectivement de la data qui doit transiter par des tuyaux et qui doivent arriver en temps et en heure. Donc, tu es le big boss de l'infra, c'est ça? C'est ça. Et du coup, ça, aujourd'hui, j'imagine qu'historiquement, cette infra-là, elle était gérée, conçue même en interne, etc., avant que ça puisse être, parce qu'il n'y avait pas forcément des providers, etc. Est-ce qu'il y a un switch aujourd'hui de
solution fait maison, plus ou moins scalable, etc., avec certaines contraintes, à on prend des solutions sur le marché, ou en fait, c'est tellement spécifique parce que votre industrie, elle est super spécifique, en fait, non? Ça en est où cette maturité-là? Bah, historiquement, effectivement, on était obligé de faire pas mal de choses en interne. Alors, je te parle même pas de la cassette, hein, mais avant qu'on ait des connexions Internet dignes de ce nom, soit ça passait par des disques durs qu'il fallait trimballer, donc on perdait du temps, soit c'était assemblé en local. Pour le magazine de la santé, par exemple, tout était fait en local. Maintenant, avec les facilités qu'on a à pouvoir à bénéficier de connexions Internet haut débit, bah là, on peut s'appuyer sur des nouveaux services, soit de montage dans le cloud, de post-production dans le cloud, de transmission à base de solutions comme Aspera ou Silent, qui sont compatibles en tout cas avec les exigences de sécurité que nous demandent nos clients. Donc là, OK. effectivement, avec la pandémie, on a pu en profiter. C'est-à-dire que le business, il s'est pas complètement arrêté. Alors même si les productions étaient complètement ralenties pour justement se mettre au diapason par rapport aux contraintes sanitaires, on a quand même pu bosser en remote avec certains monteurs, certains animateurs. Alors quand je dis animateurs, c'est dans le monde de l'animation, des effets spéciaux. Ouais. Ont pu travailler à distance en prenant la main justement sur leur poste de montage pour pouvoir faire leur job. Alors effectivement, c'était pas forcément aussi efficient qu'être sur sa chaise, quoi, mais enfin sur sa chaise au bureau. Mais en tout cas, on a pu quand même travailler grâce à ces technologies qui nous permettent d'envisager OK. un autre mode Et du coup, de fonctionnement. aujourd'hui, on va dire sur ce métier-là d'infrastructure, le métier a complètement changé et donc du coup, tu as pu, on va dire, externaliser via des partenaires SaaS ou autres, toute cette logistique-là ou en gros, c'est encore en cours? Et si c'est fait, bah, tu nous as dit, voilà, c'est quoi en fait ce que tu mets en place en interne, quoi? Si en gros, si de l'infrastructure, c'est plutôt toi qui l'as fait, que tu étais le responsable infrastructure, ils n'ont plus besoin de DSI, c'est bon. Tu cherches du taf, c'est quoi le truc? Non, non, autant pour les fonctions support, c'est plus simple, hein. Je vais pas dire que la question se pose pas, mais naturellement, on va plutôt souscrire à des solutions en SaaS. Pour la partie cœur du réacteur, c'est un peu plus compliqué pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est effectivement la taille des données qu'on manipule avec la 4K, peut-être demain la 8K, etc. Là, on arrive sur des problématiques de stockage et de transmission. Mais la contrainte la plus forte, c'est surtout en termes de sécurité. Là, il faut vraiment être garant de la maîtrise complète du fait qu'on ne puisse pas sortir facilement de la donnée de nos salles, on appelle ça des nodos. Un nodal, c'est une salle technique dans le domaine de l'audiovisuel. Là, pour le coup, on a des contraintes de sécurité qui sont assez fortes. Il y a d'ailleurs une norme qui s'appelle TPN, qui a été dictée par la MPAA, donc une norme américaine, qui veut nous contraindre, par exemple, à mettre des caméras dans les salles de visionnage. On va regarder en avant-première les éléments montés, à mettre des caméras devant les portes des salles techniques, devant et derrière les baies, garder autant que la CNIL nous le permet les flux vidéo, garder les logs d'accès aussi au bâtiment pendant au moins un an pour être capable de remonter Ah, les fuites. de retrouver à partir de quel moment ça a fuité et d'avoir toutes les logs techniques pour dire bah là c'était tel IP en interne qui avait, je sais pas, une fuite mémoire, une faille de sécurité qui s'est retrouvée exposée à Internet et il y a des vilains pirates qui ont pris la main dessus pour faire sortir justement du contenu. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de cases à cocher pour justement garantir que nos exigences internes de sécurité sont suffisamment conformes aux exigences demandées par nos OK. clients. Donc c'est pour ça que c'est un peu délicat de pouvoir sortir une partie de ce workflow-là en dehors de nos murs. Et pour le coup, on travaille également avec des partenaires qui ont bon niveau de certification, qui vont nous permettre justement de déborder chez eux sur certaines productions parce qu'on n'a plus suffisamment de salles de montage en interne. Voilà, bon, c'est un marché de niche, entre guillemets. Alors nous, on est basé en région parisienne, enfin dans le 15e arrondissement. Donc on a quand même pas mal de partenaires dans le coin qui peuvent nous aider. Mais voilà, j'ai pas encore cette facilité de pouvoir déborder dans le cloud en 3 clics de souris pour cette partie de notre business. Mais du coup, donc il y a des contraintes, donc au final de sécurité, pas en termes, uniquement de on va nous faire un ransomware, mais de voilà, vous avez un enjeu de privacité pour que ça puisse sortir au bon moment et cetera et c'est vrai que quand on voit tout ce qui peut se passer, on peut comprendre qu'il y a des enjeux et du coup, aujourd'hui, sur tout ce workflow-là, tu par rapport à il y a 5 ou 10 ans, c'est quoi? Tu as mis 80 dans l'externalisé et tu restes 20 ou il y a encore c'est encore du 50-50? Tu parles de quoi? Juste sur la partie post-prod ou sur la globalité? Sur la partie où tu disais que ton métier, c'était vraiment de l'infra, historiquement, c'était l'infra. Depuis que je suis arrivé, donc moi je suis arrivé en décembre 2018, donc ça fait un peu plus de 3 ans. On a migré, ouais, je pense 60% de nos workloads internes, workflow dans le cloud.
on continue. On va essayer de faire le maximum. Ouais. Dans un monde idéal, j'aimerais n'avoir que des connexions Internet et 2-3 imprimantes pour ceux qui peuvent pas s'en passer, et un peu de Wi-Fi, mais c'est tout, quoi. Après, s'appuyer uniquement sur les services rendus par des professionnels qui savent monitorer, qui savent avoir une roadmap ambitieuse et nous faire profiter justement de toutes ces améliorations-là Ok. versus la façon de faire d'avant, quoi. Et du coup, next step, donc la V2 d'un DSI à Nuance, c'est quoi? C'est un studio, ça arrive à faire en sorte que toute l'infrastructure soit, on va dire, packagée différemment et donc du coup te libérer du temps en gestion et à toi, enfin à toi et tes équipes, bien sûr. Du coup, après, next step, c'est quoi le métier du DSI? Le métier du DSI, c'est simple, hein, c'est d'être un catalyseur pour ces métiers. Donc, c'est de se dégager du temps de support, parce qu'on est une toute petite équipe, hein, j'ai que 5 personnes dans mon équipe. C'est justement de faire en sorte que les petits bobos du quotidien, on puisse avoir un partenaire qui les traite, pour que nous, derrière, on ait un peu plus de temps de veille et de compréhension de nos métiers pour identifier les zones où ils perdent du temps, où ils ont aucune valeur ajoutée, étudier la façon de faire de nos compétiteurs, passer un peu plus de temps justement dans les labs, dans les incubateurs, etc., pour identifier des petites pépites qui pourraient nous aider à mieux travailler, à décrocher des nouveaux business. Donc ouais, le premier job, en tout cas de ma perception, le premier job du DSI, c'est déjà comprendre ces métiers, quoi. Bien les comprendre, de faire un vie-ma-vie, si possible, avec chacun d'entre eux, pour essayer d'identifier toutes les actions qui Il pourraient faut être que tu menées sortes pour les aider, quoi. faut que tu fasses une série sur ça. Vie ma vie de DSI ou vie ma vie de mes métiers plutôt. Et c'est Bonne bon. idée, je vais en Bah, parler à alors, nos producteurs. je pense que c'est de niche. Bah, tu vois, je pense que ça, mais ça peut le faire. Tu veux Bah, le rôle ça, principal, c'est ça? non, non, non. Moi, je suis spectateur. Je suis chaud. Non, mais ok. Et donc, du coup, c'est intéressant. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde, quand tu regardes, il y a des articles de 2013, ouais, DSI, premier partenaire de métier, c'est ce qu'il faut faire, etc. Dans les faits, bah, tu l'as dit, hein, tu as quand même une migration d'un legacy ou d'une infrastructure que tu dois faire, ce qui est complexe avant d'arriver à pouvoir le faire. Et en même temps, si tu n'as pas ces bases-là, à construire dessus, ça ne sert à rien. Comment toi, tu perçois, tu vois, la direction générale et globalement même les directions de métier sur le fait que bah, la DSI pourrait être ou va devenir ce partenaire, mais en même temps, bah, du coup, que ce soit en termes de moyens ou autre, bah, ça prend du temps. Est-ce qu'ils ont une frustration en disant, mais on aimerait bien que ça aille plus vite et on te file des ronds parce que grâce à ça, tu vas pouvoir plus facilement passer de A à Z? Est-ce que c'est plutôt, non, non, mais vas-y, fais-le, prends ton temps et après on fera le reste parce que en gros, je ne suis pas trop sûr que tu vas y arriver ou que est-ce qu'on doit recruter une autre type de typologie de personne? Comment tu perçois? Parce qu'en gros, tout le monde, ils ont tout intérêt à ce que tu puisses le faire à ZAP. Ouais, alors l'une des difficultés de mon poste, alors comme je te disais tout à l'heure, on est une constellation de plusieurs boîtes de production. Parmi mes missions aussi, je dois mettre du lien, de la synergie entre des structures qu'on rachète, qui ont les mêmes problématiques de comptabilité, de paye, Ok, RH, et après sur la partie technique, ils échangent aussi des problèmes le communs. tuyau. Ouais, des tuyaux. Moi, aujourd'hui, on traite beaucoup projet par projet, label par label, des choses qui discutaient pas forcément ensemble avant. Donc moi, là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est qu'on regroupe déjà sur un seul et même site les différentes structures pour créer de la transversalité, pour créer des labels qui vont permettre de faire travailler ensemble des gens par affinité de type de production, des gens des flux, on va les mettre ensemble, les gens de la fiction, on va les rapprocher aussi, toute la partie commerciale et vente de notre catalogue, qui est l'autre activité de Newen, bah, il faut qu'on les rapproche aussi et que tout ce beau monde discute ensemble. Donc là, une fois qu'on a fait ça, derrière, on va pouvoir commencer à en tirer la quintessence parce qu'aujourd'hui, bon, on perd beaucoup de temps dans les échanges avec le travail à distance aussi, ça n'aide pas forcément. Le fait voilà, de mettre tout le monde ensemble, derrière, on va pouvoir identifier sans doute des éléments sur lesquels on va mettre le poids du corps pour faire en sorte de mieux travailler et Ok. que le business dégage plus de profits, soit plus rapide, décroche des nouveaux marchés, enfin ce genre de choses. Mais voilà, on en est encore un peu loin parce qu'en termes de projet, bon, ça c'est dans le temps. J'espère que d'ici la fin d'année 2022, voilà, tout le monde sera sur ce futur site, que tout le monde va pouvoir commencer à en profiter et se consacrer un peu plus à son business, si jamais on arrive à les aider à enlever tous leurs petits points de douleur, quoi. Ok. Donc, en gros, tu as quand même des enjeux au fait que tu as une consolidation de groupe, hein, donc uniformisation des outils ou dans tous les cas, aide au fait de résoudre les mêmes problématiques, mais c'est des structures différentes avec des cultures différentes, etc. Le second point, c'est que tu as une infrastructure clé
sécurisée, etc., que tu dois arriver à manager, même si le partenaire externe, c'est ouf, enfin, c'est dur. Et ensuite, tu as toute cette partie-là où plus tu comprendras les métiers, plus tu seras en capacité d'apporter de la valeur, des solutions, parce que techniquement parlant, toi, vous avez une capacité à proposer des trucs. Oui, Moi, et ce en qui me… plus, juste pour Ouais, préciser, vas-y. enfin pour aller jusqu'au bout, ça, ce sont des briques. Tout ce que je t'ai cité là pour l'instant, ça vaut pour la France. Mais dès qu'on aura déployé toutes ces briques un peu transverses derrière, l'idée c'est de pour faire des accostages avec les structures, les filiales qu'on a à l'étranger, mais toute nouvelle acquisition derrière, qu'on ait une espèce de framework technique, ils ont plus qu'à se plugger dessus et ils profitent de tout ce qu'on a pu déjà mettre en place. Ça, c'est encore à plus long terme, mais c'est mon ambition. C'est justement de faciliter le fait de pouvoir rejoindre la communauté Newen assez facilement. Ok. Simplifier enfin, uniformiser les messageries et puis les outils qu'on utilise avec sans doute les contraintes qui sont inhérentes à chacun des pays dans lesquels se trouvent les filiales. Ça sera sans doute une autre part Oui, une de la complexité complexité, supplémentaire, mais bien sûr. Mais du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est que, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Là, les enjeux sont forts, sont clairs aussi. Enfin, tu vois, on les comprend bien. Mais du coup, tu peux t'interroger en disant, voilà, il faut tripler l'équipe pour faire ça, quoi. Parce que tu ne peux pas intégrer X filiales rachetées, passer d'une stack, on va dire, un peu vieillissante sur un cœur métier infrastructure, et en plus de ça, apporter de l'innovation pour accélérer cette transformation, tu vois. C'est quoi ta vision de ça? La vision, c'est que j'aurais besoin de, de paires de bras supplémentaires pour nous aider justement à pouvoir traiter ces sujets, s'améliorer en termes de gestion de projet, pour pouvoir délivrer plus rapidement, se rapprocher plus simplement, enfin plus facilement des métiers, s'améliorer sur la partie cybersécurité également, qui est un vrai sujet. Et j'ai pas de RSSI. Aujourd'hui, j'ai plusieurs têtes, dont celle du RSSI, mais j'ai pas la prétention d'être un vrai RSSI. Donc je m'interroge. En tout cas, je m'intéresse à ces questions-là. Derrière, oui, il faut les compétences. On est en train de s'industrialiser. Il faut qu'on industrialise aussi un peu plus l'informatique avec des vrais pôles de compétences et d'expertise. Aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que chacun puisse remplacer l'autre quand il y a des soucis, mais c'est jamais à 100%. Chaque individu a ses domaines de Bien sûr. prédilection. Alors on essaie d'avoir un peu de documentation, etc. Mais dans une équipe de 6 personnes, c'est compliqué d'être à jour. Il y a des choses qui traînent toujours dans la tête Non, mais c'est sûr. des gens et qui sont pas capturées par écrit. OK. Et est-ce que tu penses qu'au final, tu manques pas de benchmark, de budget en termes de ce type de… Parce qu'en gros, toi, quand tu vas voir ton boss, tu dis voilà, il me faudrait 6 personnes en plus pour faire ça. C'est toujours la même question. C'est tout le monde vient lui voir pour dire qu'il lui faut plus de personnes pour faire plus, quoi. Donc, en gros, on est tous dans le même bateau. Mais en fait, est-ce que ce qui te manque, c'est pas des benchmarks de gens extérieurs à toi qui disent une équipe de 5 personnes, voilà ce qu'elle peut exécuter, une équipe de 15 personnes avec ces compétences-là, elle peut exécuter ça, mais et qu'en fait, du coup, la direction comprenne en fait le niveau d'engagement financier nécessaire par rapport à ce qui peut être fait. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils ne savent pas en fait qu'il faut rajouter des fois peut-être 500 ou 600 juste un cas, un homme, juste pour pouvoir passer à l'étape d'après, quoi. Ça se verra après sur la qualité du delivery, j'ai envie de te dire, quoi. Si on est Ouais, complètement à la ramasse et on est noyé sous le support, au bout d'un moment, ça va se voir et ça se voit concrètement. Après, je sais, enfin, c'est un monde, c'est un petit milieu, hein, le milieu de la production audiovisuelle. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait d'abac, que quelqu'un. Alors, c'est pour ça, ouais. il y a sans doute une personne qui a déjà eu peut-être un audit de ce type-là à faire, mais ouais, je pense que ce type de compétence n'est pas identifiable facilement. Et comme je te l'ai dit aussi, on est en train de se restructurer, donc je pense qu'il faut peut-être attendre un peu que la mayonnaise prenne sur notre nouveau site pour se dire finalement effectivement là il nous manque du people en support qu'on peut peut-être externaliser, il nous manque des gens sur la partie cybersécurité parce qu'on voit qu'on est scanné et attaqué sans arrêt et voici la preuve, enfin ce qui ne se mesure pas n'existe pas quelque part, donc il faut aussi qu'on s'outille. Clairement. Voilà, on est en train de mettre en place un outil de ticketing sur l'analyse de log, on va mettre en place un SIEM ou quelque chose d'encore plus moderne, je ne sais pas encore, voilà, c'est des questions qui sont Ouais, mais encore ouverte, bien ouvertes, sûr. mais c'est effectivement, enfin voilà, il y a une partie de mon activité qui va être de faire du lobbying pour être sûr qu'en termes de staffing, on est bon pour être à même d'adresser tous les besoins et de dégager encore une fois du temps pour bien comprendre tout le business de Newen. Ok. Et donc, du coup, en gros, c'est enfin, marché de niche ou petit segment, donc pas facile de se comparer aux autres et pas forcément beaucoup d'infos sur le typologie d'investissement, etc. Et donc, du coup, on fait aussi en apprenant, c'est-à-dire on prend la charge, on exécute, on mesure qualité, délai, etc. Et avec ça,
on replanifie une allocation de ressources pour pouvoir absorber ou non la charge et la qualité. C'est ça? Oui, soit de manière ponctuelle, Mm. dans le cadre d'un projet, soit de manière récurrente, parce que voilà, on a atteint une nouvelle taille critique et qui du coup, bah voilà, il faut être bien aligné avec tous les enjeux métiers. Et voilà. Et si tu donc du coup, et si par rapport à, imaginons que c'est bon, tu as le droit de recruter les trois personnes, les trois autres personnes clés, ça serait aujourd'hui avec ta vision des choses, et bien sûr ça peut changer parce que bah, vous êtes en train d'apprendre aussi, comme tu le disais, en travaillant, mais ça serait qui? Trois people. Alors, je vais appeler ça chef de projet, mais je trouve ça un peu pas caricatural, mais réducteur, parce que c'est quelqu'un qui va devoir se rapprocher des métiers. Enfin, pour caricaturer, son bureau serait pas chez moi. Son bureau, il aura une chaise. Business partner, Non, mais IT voilà, business mais partner. dans chacun des métiers, pour vraiment comprendre le quotidien. Ok. Et derrière, voilà, faire la gestion de projet, faire le PMO pour justement faire le suivi, des comptes rendus light, hein, c'est pareil, hein, nous on n'est pas trop dans une culture écrite, c'est plutôt dans une culture orale, le monde de la production audiovisuelle, pour différentes raisons. Mais donc ouais, il y a un chef de projet, on va garder ce ton-là, sans doute un dev. Comme on est sur une stratégie de cloudification massive, il y a besoin de faire discuter certains systèmes. Donc là, pour le coup, il faudra un dev qui puisse développer des API, nous faire des petites applications, même en mode no-code, hein, ou low-code, pour simplifier et automatiser pas mal de choses qui sont faites manuellement aujourd'hui. Éviter de faire de la double saisie quand on a besoin qu'un système financier discute avec un autre, avec le système de facturation, etc. Bah, aujourd'hui, j'ai des utilisateurs qui perdent beaucoup de temps là-dessus, donc c'est pas très efficient. Donc je pense qu'un profil de dev interne serait important, enfin en tout cas intéressant. Et quelqu'un avec je l'ai pas mal évoqué, mais avec une casquette de cybersécurité up-to-date, qui nous aide à mettre en place le bon monitoring, le bon niveau d'alerte, les bonnes procédures pour réagir convenablement en fonction des différentes attaques ou différentes failles. Voilà, c'est les trois profils qui me semblent le plus intéressant. Ok. Et avec ça, du coup, en qualité et aussi en compréhension des besoins métiers, tu accélérerais un gros coup, quoi. Ah bah, ce serait l'idée, ouais, bien sûr. Il y a plein de subtilités des métiers, même au bout de 3 ans, que je ne comprends pas forcément très bien. Ça serait l'occasion de les démystifier un peu plus. Bah, j'imagine qu'en plus, comme vous rachetez plein de structures, ou vous êtes en train de rajouter plein de structures, bah, du coup, en plus, il y a des spécificités à chaque fois locales, quoi. Tout à fait. Mais là, j'ai malheureusement pas encore pu m'occuper vraiment de la partie internationale. Comme je dis souvent, je préfère balayer devant ma porte en France avant d'aller prêcher la bonne parole auprès de l'international. En général, c'est pas des très grosses structures qu'on acquiert à l'international, donc ils ont déjà des façons de procéder relativement agiles. Mais je pense qu'on peut leur apporter pas mal de choses, ne serait-ce qu'en termes financiers, comme on est derrière, enfin notre actionnaire c'est TF1 qui appartient au groupe Bouygues. Il y a des choses qui sont négociées au niveau du groupe Bouygues dont on profite de facto et dont peuvent bénéficier aussi les filiales sur lesquelles on est majoritaire. Donc de ce point de vue-là, en termes d'achat, en termes de techno, voilà, on pourra déjà les aider. Mais voilà, c'est encore tout un pan de mon activité que j'ai pas encore pu bien explorer. Ok. Et, euh, et donc, du coup, quand tu parlais, tu sais, de typologie de SaaS qui pourrait vraiment aider à ce que tu penses, tu vois, dans ton métier ou dans le métier métier de tes métiers, tu sais quelle typologie de technologie que vous recherchez ou que tu Bah, aimerais rechercher? ça fait quelque temps qu'on étudie tout ce qui va être montage dans le cloud, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie problématique de pouvoir conserver, stocker. Enfin, on est condamné à raquer du disque et de la LTO à l'infini quelque part, voir un peu ce qui se fait avec l'approche. Alors j'aime pas ce terme de ROI parce que c'est un peu galvaudé et c'est surtout très casse-gueule. Faire un ROI dans le cloud, enfin c'est très touchy. Il y a plein de nouvelles façons de calculer le bas de page entre les frais d'égresse, enfin de bande passante, le type de stockage en fonction de sa rapidité, de son volume, En techno que fait, tu vas il faut activer. parler de gain, pas de ROI. Ouais, alors et dans le gain, faut mettre ce que ça apporte aussi au niveau de l'humain. Ouais, le gain, ça peut être sur les people, ça peut être sur le confort, ça peut être. C'est pas, le gain n'est pas exclusivement financier. Non, mais pour bien le faire, il faudrait prendre une production et la faire complètement dans le cloud pour avoir quelque chose de comparable. Et tu as finalement cette prod Ok, que j'ai d'accord. Toi, fait. tu veux dire un peu le côté appartement témoin, quoi. Ah non, mais même plus que témoin, c'est que je veux quelqu'un qui vive dedans pendant 1 ou 2 mois et qui au final nous dise bah voilà, c'est super, non, il y a du bruit à côté. Enfin, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout.
C'est pas de se faire qu'une idée sur le papier en disant bah voilà finalement cette production là bon j'ai 5 pétas de stockage, ça va prendre 3 mois, ça va me coûter tant. Bah non, c'est d'y aller et te dire ah ouais, c'est génial le fait de l'avoir mis dans le cloud, bah, sur mon smartphone, je suis plus capable de consulter les rushs au saut du lit ou depuis ma maison de campagne et d'en tirer la quintessence. Parce que c'est d'autres façons de procéder. Donc il y a forcément aussi un accompagnement qui est difficile à calculer. Comment je fais en sorte que mon monteur, qui est dans une salle à Boulogne 8 heures par jour, derrière, bah, au final, il va pouvoir produire autant en 4 heures depuis son canapé dans sa maison en Bretagne, quoi. Et ça, c'est pas facile à déterminer. Donc, enfin, pour moi, la bonne façon de faire, c'est vraiment d'y aller, se dire, bah voilà, j'ai un budget que je pouvais faire sur un POC, bah finalement, je vais le faire sur une production. Alors, c'est pas les mêmes montants, hein, forcément, mais qu'au moins qu'on se fasse une religion à date. Et ça aussi, c'est important, c'est que ce que je vais tester en 2022, bah, c'est pas forcément aussi efficient que ce que je pourrais tester en 2023. Et se dire, bah, finalement, voilà, en 2022, bah, c'était une fausse bonne idée. Et peut-être qu'en Ok. 2023, bah, ça vaudra le coup de se refaire une idée là-dessus, quoi. Enfin, de se refaire en tout cas une religion sur les facilités que ça t'apporte de faire des choses plus modernes, enfin, avec des outils plus modernes. Ok. Et ça, par exemple, tu l'as pensé, tu l'as chiffré en te disant, vas-y, pour montrer qu'est-ce que ça pourrait être au final la manière de demain de travailler, si on le faisait sur telle entité, il nous faudrait tant de temps et tant d'argent ou pas du tout? C'est des sujets qui sont maintenant sur la table, sur lesquels on essaie d'avancer avec notre directrice de l'innovation. Donc, il y a pas mal de solutions là qu'on est en train de regarder de près. Alors, c'est principalement en provenance enfin, de l'outre-Atlantique, mais alors, je ne vais pas nommer les Non, bien sûr, bien solutions, sûr. mais c'est quand même des choses hyper intéressantes basées sur de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la collaboration. C'est-à-dire que je vais partager un rush ou un début de montage. Et là, le producteur va pouvoir regarder, va pouvoir faire ses annotations directement dans l'outil. Le monteur va pouvoir les traiter quasiment en live. Et là, on va gagner beaucoup de temps. Sur le papier, il y a une promesse. Derrière, bah, on va tester différents outils justement de ce type-là pour se dire, bah ouais, non, si, ça marche. C'est pas qu'une démo d'avant-vente. Là, il y a quand même un truc à creuser pour pouvoir être plus efficace. Ok, super intéressant. Et, euh, et aujourd'hui, quand tu vois des Netflix, etc., est-ce que ces gens-là, ils te permettent d'aller voir comment eux travaillent pour voir, ben, pour t'en inspirer ou c'est quand même assez secret? Non, alors ils vont surtout nous dire comment ne pas travailler. Ah Avec ouais? une exigence, enfin ce qui est normal, hein, avec des exigences pardon, contractuelles sur bah, comment faire pour être sûr d'être dans un environnement sécurisé, comment je fais en sorte que les salles de visionnage, les murs, en tout cas les vitres soient opacifiées pour être sûr que quelqu'un qui passe dans le couloir va pas pouvoir prendre une photo de l'écran. Voilà, c'est plus des contraintes pour être sûr qu'ils maîtrisent bien justement tout ce qui va être afférent à la communication et qui vont vouloir en faire. Donc non, non, c'est et par contre, leur propre manière de produire, non, on n'a pas. Alors, encore une fois, moi, je suis pas dans le métier. Là, il faudrait demander à un producteur qui a déjà travaillé sur avec Netflix, Prime ou Disney+. Mais vu de ma fenêtre, en tout cas, c'est assez secret. C'est secret, quoi. Mmh. C'est en mode, ils te donnent des trucs pour pas que vous vous cassiez un peu la gueule parce qu'il y a quelqu'un qui vous a pourri, qui a hacké en fait le fait que ça allait être comme ci, comme ça, telle saison, mais après, il te dit pas comment améliorer ta façon de travailler, de créer des nouveaux univers avec des nouveaux outils, etc. Non, sur la partie créativité, au contraire, ils s'appuient sur nos talents. Et D'accord. ça c'est plutôt bien. Après, au niveau de la collaboration, pareil, il faudrait demander à un auteur, un scénariste, quelles sont les règles imposées. Mais en tout cas, non, non, on a une liberté de création qui est assez élevée. Et aujourd'hui, du coup, toi, tu as été ça fait quoi? T'as travaillé 18 ans chez ça, chez TF1, c'est ça? Alors, avant de rejoindre le groupe Newen en tant que DSI, ouais, j'ai commencé ma carrière en fait chez TF1 Publicité quand il y avait encore une DSI à l'époque, avant qu'elle fusionne avec celle de TF1 SA. Et j'ai occupé plusieurs métiers différents. Je me suis occupé des postes de travail, d'une cellule de développement agile, des infrastructures on-prem. Toi, tu es un gars de l'IT, quoi. Moi, je suis un passionné. Donc ça, j'ai vraiment de la chance, c'est que je fais un métier moi qui me passionne. J'ai pas deux journées qui se ressemblent. Je traite des problématiques assez différentes aussi au quotidien. Et mon dernier poste chez TF1, j'étais en charge de la stratégie cloud pour le broadcast. Donc c'est là que j'ai commencé à goûter le cloud et c'est une drogue dure. Faites gaffe. Et, mais toi, par rapport du coup, aux évolutions des métiers, tu vois, de l'IT et comment tu vois le truc, si tu devais dire
dans 10 ans, en fait, le rôle central de l'IT dans les boîtes et la façon de le gérer. Si tu tires un peu les lignes de ce que tu vois du métier, des équipes que tu es, comment s'est positionné l'IT, donc peut-être pas dans toutes les entreprises, mais dans les entreprises que toi tu connais, dans ces entreprises créatives, c'est positionné où? Ça a quel type de taille? Qu'est-ce que ça ne fait plus? Question super intéressante parce que dans mes convictions, je pense qu'il n'y aura plus de direction informatique pure. Elle va se diluer auprès des métiers. Enfin, les jeunes générations qui arrivent maîtrisent quand même pas mal d'outils derrière, enfin, des outils à écran. Ça, ils les maîtrisent bien mieux que ma génération, par exemple. Et ouais, demain, ouais, non, c'est ça, c'est que chacun aura un niveau de compétence informatique un peu supérieur à ce qu'ils ont aujourd'hui, avec OK. de la compréhension des services cloud. Enfin, à l'image de la rupture qu'a été les plateformes comme Netflix par rapport à la télé linéaire. Mhm. C'est plus du tout le même mode de consommation, à tel point que ma fille ne comprend pas qu'on doive attendre 20 heures pour regarder le JT. Enfin, pourquoi est-ce qu'on doit attendre? Pourquoi est-ce que je regarde pas maintenant? Quand je regarde sur Netflix, on peut le faire. Bah, c'est pareil, c'est un changement de mentalité, de paradigme. Et du coup, par exemple, toute la partie infra, gestion des ordi, etc., ça sera quasiment tout délégué, ça sera avec des solutions spéciales, des entreprises spécialisées. C'est quoi? C'est que vous allez plus vous occuper que de l'applicatif et de l'interconnexion des applicatifs. C'est que vous serez expert dans les technologies, donc du coup, vous serez en capacité d'aider à penser différemment les choses parce que vous verrez une nouvelle tendance avant que eux les voient. C'est quoi le truc? Bah, le truc déjà, c'est de se dire que tu es plus dépendant de ressources locales, que tu vas pouvoir bosser de n'importe où avec de la 5G, avec ta fibre, etc. Donc, tu n'as plus besoin d'être physiquement à un endroit pour pouvoir faire ton job. Ouais, je sais, ouais. Difficile de répondre entièrement à ta question. Ok, bah, pas de souci. Mais c'est des questions qui interrogent parce que du coup, si tu as des fois, sans un point de mire, c'est compliqué tu vois, de voir le chemin dans lequel on est en fait parce que du coup, c'est arrivé à visualiser. Et je pense qu'en plus, le rôle de l'IT et sa position va pas être le même dans toutes les boîtes en termes de taille, mais aussi comme tu le disais, de typologie, tu vois, dans la créativité, il y a des besoins techniques qui sont différents. Donc, du coup, est-ce qu'il faut être plus proche des choses, tu vois, extrêmement techniques ou pas? C'est des vraies questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être très agile, hein. Enfin, je pense que tous les DSI pourront te le dire. On a l'impression d'être un capitaine de bateau en fonction du vent, en fonction des récifs. Un capitaine de bateau sans carte. C'est-à-dire que, enfin, tu peux avoir une direction, mais quel est le bon cap pour atteindre cette destination le plus rapidement possible, etc. Ça dépend de plein de facteurs qui changent très très régulièrement et très très vite. Les métiers se transforment à une très très grande vitesse. Je crois que la durée de vie de compétences aujourd'hui, elle est de 5 ans. C'est ce que j'avais lu, Ouais, alors qu'elle était de 50 du temps de nos parents. Quand tu rentrais dans une entreprise, tu faisais toute ta carrière dans celle-ci. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai, quoi. Il y a une volatilité dans les postes, dans les personnes aussi, qui est beaucoup plus grande aujourd'hui. Et il faut sans cesse entretenir justement ces compétences, les avoir le plus à jour possible et être curieux, quoi, si on veut être efficace. ouais, ça c'est sûr. Par contre, il faut avoir le temps pour l'être. Ah bah, tu es obligé de prendre un peu de ton temps de reproduction et de sommeil pour être sûr de ne pas empiéter sur celui de ton job du quotidien, ouais. Et tu arrives, toi, à te dégager du temps pour avoir le temps de te former, pour ouvrir les chakras, pour rencontrer des gens différents, ou c'est quand même chaud par rapport au rush du quotidien? Ah, c'est sûr que je vais avoir du mal à accumuler les 2 sur mes horaires de travail. Après, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est, tu as des plateformes de formation online, qui sont hyper touffues. Ce qui est génial, c'est que j'ai pu, suivre des MOOC sur des domaines qui sont pas du tout liés, à mon activité professionnelle. Parce qu'il y avait cette facilité de dire: «Voilà, j'ai 1 heure de temps, Tu peux te plutôt que de me concentrer. mettre sur ma console, je vais suivre un cours d'astrophysique, c'est un truc qui me passionnait étant gamin. Bah là, voilà, j'ai pu suivre un MOOC jusqu'au bout justement sur un domaine qui m'était cher et que j'avais jamais eu le temps de creuser avant, de par la facilité justement de l'apprentissage à travers ces plateformes. Mais non, blague à part, effectivement, c'est plus sur du temps En perso perso. Ouais, bien sûr. que tu fais ça. Ouais. OK. Et toi, tu vois, si tu avais un apprentissage méthodologique fort ou tu vois, de façon de travailler que tu avais eu dans les dernières années par rapport à tous ces changements-là et qui t'a vraiment aidé dans la construction de ton équipe ou de la valeur que tu génères pour l'entreprise, ce serait quoi?
Bah, c'est justement, je vais te vendre du cloud, hein, mais le fait d'avoir les mains dans le cambouis, d'avoir ces espèces de boîtes de Lego que tu retrouves sur AWS, sur Azure, sur OVH, etc., et de pouvoir travailler très concrètement sur des architectures, sur des process, sur des nouveaux langages de programmation, sur le no-code. Enfin, il y a Power Automate côté Microsoft qui permet de faire quand même des choses assez chiadées en quelques mouvements de souris. Bah, c'est de faire. C'est de pas avoir peur de faire et de pas avoir peur de dire qu'on sait pas faire. Il faut toujours avoir de la bienveillance, bien sûr, auprès de son équipe. Mais encore une fois, la facilité qu'on a de pouvoir tester concrètement les choses, c'est quand même une force incroyable. Et de Ok. dire, bah voilà, finalement, je vais me faire mon propre petit POC. Je vais tester si je peux faire discuter via une lambda un fichier qui est dans mon ERP avec un autre que je vais mettre sur du S3, voir comment est-ce que ça communique, est-ce que je suis capable de les transformer pour les mettre dans une forme attendue, pour que ma collaboratrice de la compta, elle ait pas à remettre en forme ce fichier et à l'alimenter à la main, quoi. C'est des petits labs, des petits POC qu'on a la chance de faire, et c'est ce qui nous permet de monter en compétence aussi sur les technos et d'avoir ça dans un coin de la tête qui nous permettra plus tard peut-être de corriger un problème assez rapidement, quoi. C'est voilà, cette curiosité associée à tous ces frameworks qui sont accessibles en quelques clics de souris, qui vont nous permettre de monter, d'être de plus en plus efficace et ouais, d'entretenir cette curiosité. Tester rapidement, voir si les choses fonctionnent, ne pas avoir peur de bricoler un peu pour voir si ça vaut le coup d'aller plus loin, c'est ça? Ouais, ou d'échouer aussi rapidement. Tu te dis, bah non, finalement, ce truc-là, fausse bonne idée, mais j'ai vu tout de suite que ça marchait pas, donc voilà, je teste autre chose. Ok, d'accord. C'est très tech, ça. Ça, on voit ton côté IT depuis 18 ans. Bah ouais, après, c'est peut-être j'ai des fois un peu de mal à prendre de la hauteur parce que je comprends un peu le vernis techno, quoi. Donc, des fois, il y a enfin, des embranchements dans lesquels je veux pas aller parce que je me dis, bon, dans ce truc-là, ça pue parce que ça va nous coûter très cher en temps de support, de design, etc. Alors que quelqu'un qui a plus de hauteur dit, bah, si, c'est bon, on y va, cette partie-là, on la sous-traite parce que j'aime bien faire les choses aussi, quoi. Ça, c'est peut-être un peu aussi. Ah ouais, c'est le côté, en fait, comme tu connais la technicité des choses, des fois, tu te dis, tu te brides un peu parce que tu vois l'exécution, alors que tu peux avoir d'autres façons de le prendre, comme tu disais, en mode, ben, ça peut être super intéressant, mais il ne faut pas qu'on le gère nous après. Je comprends. Donc, on a tous, Exactement. tous nos biais, nos biais par rapport à nos expériences. Ouh, ça, je l'ai déjà fait, ça a fait mal. Bah, c'est la force et la faiblesse de ce type d'expérience, mais Il faut oui. s'entourer de personnes compétentes, mais aussi complémentaires pour équilibrer, quoi. Ok. Exact. Et si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 ans qui va prendre le poste, tu vois, il y a un mois de prendre le poste, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais en sorte de recruter 2 personnes tout de suite. Non, non, je plaisante, hein, mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps. Enfin, c'est quoi? C'est les 100 premiers jours où effectivement, là, tu essaies de prendre un peu la température pour te dire, voilà, c'est quoi l'orientation? C'est quoi la direction? C'est quoi la stratégie de Newen? Est-ce qu'on raisonne à volume fixe ou est-ce qu'on se dit, bah non, finalement, j'ai de la croissance et la croissance, elle passe par quoi? Est-ce qu'on va recruter en interne pour créer une nouvelle production? Est-ce qu'on achète d'autres sociétés qui vont venir compléter notre portfolio? C'est tout ce temps passé à bien comprendre les enjeux qui a été primordial. Là, je parlais de recruter 2 personnes, c'était justement pour dégager du temps pour gérer les petits bobos de nos utilisateurs. Alors même si c'est formateur, parce que le fait de discuter avec les utilisateurs en direct, derrière, ça permet aussi de bien comprendre comment ils travaillent et comment est-ce qu'ils pourraient quelque part un peu mieux travailler, quoi. Et ça, tu vois, par exemple, ce conseil de recrutement, etc., est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi une difficulté d'avoir des contenus à disposition, tu parlais de MOOC, hein, mais aussi tu as de coups de framework de pilotage de la DSI. C'est-à-dire, tu vois, tu arrives dans une boîte, X utilisateurs en direct, taille de boîte taille de DSI actuelle de temps. Ben, en fait, pour structurer ta DSI, tu vois, moi, je quand même pas mal échangé avec des DSI. Et donc, du coup, quand tu vois des tailles d'entreprise et des tailles de DSI actuelles, tu vois un petit peu à chaque fois les mêmes goulots d'étranglement et des façons très similaires de les régler. Mais souvent, ça prend du temps parce que il faut monter les budgets, il faut convaincre. Enfin, tu vois, c'est aussi le job. Est-ce que tu ne penses pas que ça, c'est aussi un frein dans le sens où, ben, en gros, tu es obligé d'expérimenter, de prouver qu'il y a des problèmes là-dessus pour convaincre, alors que bah, des fois, tu vois, tu peux très bien facilement dire, ben non, mais tu as une boîte qui a X utilisateurs en direct, ça ne va pas tenir, quoi. Il faut au moins une personne en support et c'est classique.
Bah, on a, on a un ratio people DSI ouais, qui est disproportionné. Voilà, on a à peu près 1000 collaborateurs pour 6 personnes. Alors après, sur des structures, on a un peu d'infogérance, notamment sur les quotidiennes. Mais oui, le ratio, même si je compare avec notre actionnaire, ça n'a absolument rien à voir. Après, oui, alors je suis peut-être pas un assez bon, un assez bon commercial auprès de ma hiérarchie pour dire bah voilà, on a vraiment besoin de quelqu'un parce que sinon je vais exploser en plein vol. Aujourd'hui, comme ça me passionne, je compte pas les heures, tu vois. À la rigueur, c'est le problème, il est pas là. Le problème, il est que bah, demain, si je m'en vais, il faut être sûr que la personne qui me remplace, elle ait toutes les billes, que j'ai fait ce qu'il fallait pour que ce soit propre, etc. Là, on est un peu dans l'urgence, on est dans la réaction. Là, il faut qu'on change de posture et qu'on soit dans l'anticipation. Et pour être dans l'anticipation, il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut arrêter d'être au charbon en permanence, quoi. C'est un peu notre problème aujourd'hui, quoi. On est Ok, tout le temps c'est au de charbon, passer quoi. de, c'est que vous êtes plus un réactif et comme vous êtes méga à balle et passionné, bah, ça passe. Ouais. Et c'est pas qu'une question aussi, tu vois, je pense, bien sûr, un départ d'un collaborateur, surtout à ton poste, etc., ça peut mettre à mal l'organisation pendant pas mal de temps. Mais c'est aussi, comme tu disais, c'est-à-dire que, en fait, comme tu es un curatif, tu n'as pas créé l'organisation qui te permettrait de créer une nouvelle valeur, comme tu le disais au début de dire, bah, en fait, si le curatif, en fait, enfin, ça roule sans que moi, j'ai vraiment besoin de mettre des watts là-dessus, ta valeur pour les métiers, elle change de niveau, en fait. Mmh. Et parce que tu as du temps, etc., pour d'autres choses ou autres, mais en même temps, OK, non, mais je comprends. Super intéressant. Non, mais c'est top aussi un peu d'aller en profondeur sur les mécanismes des équipes et comprendre où, tu vois, où on se positionne, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte comme valeur, etc. Mais de toute façon, culturellement parlant, comme tu disais, le ratio DSI, nombre de collaborateurs, il est tout petit. Donc, avant culturellement de faire changer ça, ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience forte de l'ensemble des niveaux, quoi, parce que c'est pas rien non plus. Bien sûr, alors je dis pas qu'on fait rien non plus pour optimiser ça. Là, on a une opportunité incroyable qui est de regrouper toutes nos entités parisiennes sur un seul et même site. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en termes d'industrialisation, il y a des outils qui vont nous permettre de gagner du temps. Enfin, aujourd'hui, la télédistribution sur la plupart des sites, c'est à la mano ou c'est par l'utilisateur. Donc c'est pas terrible. Donc il y a plein d'outils quick win, on va dire, qui vont nous permettre de mieux gérer le parc, de s'améliorer en cybersécurité, télédistribuer des pages. Enfin, tu vois, un truc qui est la base de la base. Mhm. En 2001, je te parle même pas de 2022. Ben aujourd'hui, on l'a pas encore tout à fait. Donc voilà, il y a tout ça parce qu'on n'avait pas la taille critique, parce qu'on était une somme de petites structures. Là Ouais. maintenant, avec le lien qu'on va mettre, on va être capable d'adresser ça en centrale, de pouvoir gérer des flottes de PC et de Mac plus facilement. Les serveurs, j'en ai quasiment pas, ils sont tous dans le cloud, à part les stockages de nos médias qui forcément eux pèsent un peu plus lourd et sont chez nous. Enfin bref, voilà, il y a quand même pas mal d'actions qui ont été initiées. On a dépassé la phase du POC pour la plupart d'entre elles. Donc là, on est en phase de réal. En termes de timing, enfin, on est short aussi. Hein. Enfin, tu vois, fin mars, il y a les premiers collaborateurs qui vont arriver sur ce nouveau site. Mais il faut qu'on puisse les onboarder en claquant des doigts, quoi. Et c'est ce qu'on vise. Ok, super intéressant. Ouais, du coup, là, maintenant, ça va être une belle dynamique qui s'annonce, quoi. Ben oui, j'espère. Bon, super, mais je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu aborder, qu'on n'a pas encore abordé? Bah écoute, non, j'espère juste qu'on va pouvoir reprendre une activité normale bientôt. Je souhaite un peu de calme à tout le monde, ce qui est vraiment pas évident depuis 2 ans. Mais voilà, on a quand même le Covid qui est passé par là, qui a été un super catalyseur pour plein de choses, hein, qui a plein d'effets négatifs forcément. Mais en tout cas, en termes de transformation digitale, ça, je suis pas le premier à dire sur ton podcast, hein, ça nous a quand Un même pas mal accélérateur. aidé, quoi. Et ça a été un bon test pour voir si effectivement on était capable, on avait bien les outils qui nous permettaient de travailler en remote de manière sécurisée. Donc là, pour le coup, ça a été assez concluant. Mais voilà, il faut qu'on se rapproche d'une activité plus traditionnelle au moins, au moins pour un Ouais. petit bout de temps, histoire de se poser un peu, quoi. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!